Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast, 16e épisode de notre marathon, 16e preview quotidienne consécutive. Réussira-t-on la marque de 20? Réussira-t-on à enchaîner 20 jours consécutifs de preview? On ne sait pas, mais pour l'instant, on est assez confiant et on s'approche du but. Aujourd'hui, pour discuter dans cette 16e preview, j'ai avec moi Constant et Constant, on va enfin parler d'OKC. Je sais que tu trépignes parce qu'OKC c'est une des dernières équipes du coup de notre programme parce que c'est un des cadors de cette conférence Ouest et ça avant le début de la saison, on l'aurait pas anticipé, soyons honnêtes. Où se situe le niveau d'excitation avant d'entamer cette preview? Il est à 100%. 100%. Bon, on va pas se cacher que, chers auditeurs de Kedo, on ne vous cache rien, on va pas vous cacher que c'est la troisième intro qu'on enregistre en l'espace de 20 minutes avec Ben. Donc, chaque fois, faut trouver un nouveau truc différent à dire. Mais non, mais sinon, non, très content de pouvoir parler d'OKC, très content de voir que OKC arrive aussi tard dans le programme, hein, puisqu'on rappelle que c'est pas un power ranking parce que sinon, Dallas serait pas devant OKC. Enfin, Dallas passerait pas après OKC. Ça, c'est un petit taquet gratuit. Non, j'aime bien Dallas en plus. Mais non, toujours très content de voir que OKC n'est pas dans cette lutte pour le play-in comme ce fut le cas l'an dernier. OKC est top 3 de sa conférence, encore en course techniquement, même si j'y crois assez peu pour le first seed. Donc, que de choses positives après quelques années un petit peu difficiles, on va dire, ou quelques années de reconstruction où il a fallu s'armer de patience. Mais on va dire que la patience valait largement le résultat actuel. Les auditeurs vont croire qu'on est malchanceux ou qu'on est mauvais en technique, mais non, là, il faut vraiment avouer que sur les 3 derniers épisodes enregistrés, à 3 reprises, il y a eu un problème technique, ce qui est quand même fou. Et Constant, tu admireras le professionnalisme parce que je t'ai jamais lancé sur la même question les 3 fois. Hein, tu vois, Ouais, c'est bien, c'est bien. j'ai toujours voulu te laisser un petit peu en suspense. En tout cas, rappelons le format de ces previews. Pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre? On va donc parler des 3 faiblesses que tu as souhaité mettre en avant. Constant, rappelons qu'on peut aussi t'écouter dans le podcast et avec l'équipe de We Are Thunder. On salue Pierre, un ancien de l'équipe, que je pense la plupart des auditeurs connaissent bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à aller suivre Dunk Hebdo, mais aussi We Are Thunder sur les plateformes de podcast, sur YouTube et également sur Twitter. Sur Twitch Commençons, aussi. Constant, parce que sur Twitch aussi, ouais, vous êtes. Je suis un vieux, moi. Twitch, c'est intimidant le streaming. Bref, euh, on va commencer, Constant, parce que là, je pense que ça a le potentiel d'être le plus long, alors qu'on a déjà ce record, toi et moi, avec les Warriors. Commençons avec, avant de présenter les faiblesses, c'est toujours la trame, on la respecte, la présentation de la saison 2023-2024 du Thunder. Constant, je te laisse présenter Thunder et à la fin, j'aimerais bien que tu répondes à une question. Est-ce que ce qui se passe actuellement, même dans le scénario le plus fou que tu aurais pu imaginer, tu aurais cru à ce qui se passe actuellement? Alors, je peux répondre directement à la question, non. Parce que comme ça va me permettre d'embrayer un petit peu sur l'intersaison et sur la perception qu'on pouvait avoir d'OKC. Quand on avait fait l'épisode preview, on avait classé OKC et moi-même, donc on peut pas me taxer d'hyper optimiste ou d'overconfident. Moi-même, j'avais posé la question en disant est-ce qu'on en fait un petit peu pas, enfin est-ce qu'on en ferait pas un peu trop sur les attentes qu'on peut avoir d'OKC. Je me souviens de quelques pronostics en début de saison où certains voyaient OKC top 4, certains voyaient OKC top 3, enfin, et pas seulement la communauté du Thunder, hein, il y avait des vrais journalistes, je sais que Matt Moore a toujours été très élevé au niveau d'OKC, je sais que John Winger, qui est un peu le hater historique du Thunder, voyait OKC dans les bas-fonds limite de la conférence Ouest. Je me souviens très bien que John Winger avait dit que le deuxième meilleur joueur d'OKC était moins fort que le quatrième meilleur joueur des Cavs. Je vous laisse aller checker le bilan d'OKC et des Cavs. Je vous laisse aller réécouter l'épisode que Madiane a fait sur les Cavs avant-hier. Vous allez voir que cette perception a un petit peu évolué, mais John Holliger, de toute façon, n'a jamais été un très grand fan d'OKC. Non, il me semble que l'over-under du Thunder, c'était 45 victoires. Enfin, c'était 44,5, donc l'over était à 45, donc il a été explosé. Je pense que c'est l'une des équipes qui a le plus explosé son over-under, peut-être avec les Wolves et le Magic. Boston doit être pas si loin que ça, parce que finalement, Boston, il devait avoir un over-under très élevé, mais ils ont gagné tellement de matchs qu'ils ont dû pas mal l'exploser. Mais voilà, pour cette équipe d'OKC, moi, je voyais une équipe en course pour le play-in. Quand on avait fait le podcast preview de la saison chez We Are Thunder, j'avais dit OKC va terminer peut-être entre la 7e et la 10e place. Donc 7e, tu reçois 2 matchs de play-in
potentiellement, si tu ne parviens pas à gagner le premier, 10e, c'était le classement de l'an dernier. Je voyais finalement assez peu de situations où OKC allait crever le plafond, en tout cas allait exploser son bilan de victoire-défaite par rapport à l'an dernier, qui était de 40-42. C'est finalement ce qui s'est produit avec une excellente saison. Alors, il n'y a pas d'énorme winning streak comme on pu avoir notamment les Cavs, notamment les Clippers, notamment les Rockets, notamment Boston, qui sont 4 équipes qui ont minimum eu des winning streaks de 9 matchs durant la saison. Non, OKC, le maximum, c'est 6 victoires consécutives. Seulement, il y a une régularité au niveau des victoires avec très peu de séries de défaites, hormis jusqu'à la semaine dernière, avec les blessures successives de Shai Gilgeous-Alexander et de Jalen Williams. OKC n'avait jamais connu de losing streak de 3 défaites durant toute la saison. Là, c'était le cas, mais avant ça, il n'y avait que Minnesota et Boston qui n'avaient pas connu telle série sur cette saison régulière. Donc, ça montre bien le niveau de régularité qu'a eu OKC. Après, voilà, c'est une équipe qui fait partie avec Boston et avec Denver des 2 seules équipes qui sont dans le top 10 attaque et dans le top 10 défense au rating ajusté de Duncan Threes. Fut un temps durant la saison régulière, même si je pense que ça a baissé là avec les contre-performances plus les blessures, OKC possédait la meilleure attaque sur demi-terrain devant Boston. OKC était même, il me semble, top 3 attaque et top 3 défense sur demi-terrain. Donc voilà, ça représente un petit peu l'immense boulot qui a été fait par Mark Gainwell, qui est l'un des candidats, l'un des favoris. Je ne sais pas si ce sera lui le lauréat, mais potentiellement un des 3 finalistes pour le titre de Coach of the Year, après avoir terminé 2e l'an dernier. Et après, sur un point de vue un peu plus individuel, au niveau des individualités des joueurs, il y a une énorme saison de Shai Gilgeous-Alexander dans la droite lignée de ce qu'il avait pu faire sur la 2022-2023, mais en encore mieux, j'ai envie de dire, encore plus efficace, encore plus impactant sur le jeu du Thunder, encore plus valuable. Il se dirige tout droit vers une 2e année consécutive en All-NBA First Team, ce qui n'est pas donné à tout le monde quand même de faire 2 années de suite All-NBA First Team. Alors je sais qu'avec l'abandon des positions, ça va être un peu plus simple, on va dire, pour certains joueurs d'y aller. Mais quand même, je vous laisse aller checker les guards qui ont été 2 années de suite au NBA First Team. Ces récentes années, on est sur du Chris Paul, du James Harden, du Luka Doncic, du Russell Westbrook. Donc, quelques noms quand même sympathiques et qui remettent pas mal en perspective le niveau qu'a eu Shai Gilgeous-Alexander depuis 2 ans. Et puis, de l'autre côté, un joueur comme Jalen Williams, qui a pleinement confirmé tout le bien qu'on en pensait lors de sa saison rookie, voire même qui a dépassé certaines de nos attentes. Franchement, je ne pensais pas personnellement que Jalen Williams allait atteindre ce niveau, et j'étais parmi ceux qui étaient plutôt à calmer un petit peu la commune vis-à-vis du niveau que pouvait avoir Jalen Williams avant le début de la saison. Chet Holmgren, qui après avoir loupé l'intégralité de sa saison rookie, a joué tous les matchs cette saison. Coup dur pour ceux qui venaient nous expliquer que Chet Holmgren était trop frêle et qu'il allait se blesser au moindre contact. Comment va-t-il pouvoir défendre face à Nikola Jokic ou face à Joel Embiid? Plutôt pas mal. Puisque c'est l'un des 5 joueurs de toute la NBA à avoir débuté tous les matchs, donc c'est quand même une belle performance, même s'il est un petit peu carbo sur la fin de saison. Et puis après, plein de petits joueurs en sortie de banc, la draft de Cason Wallace qui s'est très bien montré, Isaiah Joe, Kenrich Williams, Aaron Wiggins, cette petite bande là en sortie de banc qui fait pas mal de bien. Et si on devait pointer un aspect négatif individuel cette saison, c'est la saison de Josh Giddey, qui s'est quand même très très mal adapté à son nouveau rôle, qui n'a pas vraiment réussi à exister dans ce collectif d'OKC, qui a posé beaucoup plus de problèmes qu'il n'a offert de solutions, même si depuis 3 semaines c'est un peu mieux, mais je pense que Josh Giddey, on en parlera déjà suffisamment durant cet épisode. Donc j'ai déjà fait bien trop long sur le résumé de la saison, mais voilà, retenez que saison où toutes les attentes ont été dépassées, même du côté des supporters, et saison largement positive. Effectivement, un des over-under les plus explosés, en tout cas largement dépassé, tu l'avais dit, c'était à 44,5. J'ai tellement parlé que tu as eu le temps de checker, je pense, oui. J'ai eu le temps de vérifier toutes les équipes de... Non, je rigole, de la NBA. D'ailleurs, du coup, je me suis fait la réflexion pendant que je t'écoutais, bien évidemment, religieusement, Constant, que cette année, on n'a pas la fameuse équipe qui a explosé son over-under de 20 victoires. C'est peut-être, c'est la conséquence d'une espèce de classe moyenne NBA qui oscille entre les 43 et les 47, 48 victoires. Passons. En tout cas, OKC, tu l'as dit, même moi, personnellement, j'ai tendance à être assez sceptique vis-à-vis de la progression des jeunes équipes, parce que c'est souvent un piège dans lequel on tombe beaucoup à pronostiquer des jeunes équipes très 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 haut dans le classement, parce qu'en général c'est
c'est très très rare de faire ce step entre être une équipe de play-in et une équipe à l'avantage du terrain. Ça n'existe quasiment jamais. Donc c'est toujours un parcours que je ne prédis jamais. Et en l'occurrence, c'est le parcours qu'a réussi à prendre Casey. Sauf que dans ce format, on met en avant les faiblesses constantes. Et on en parlait en off, on en a parlé dans la deuxième version de ce podcast qui a été coupé à la moitié environ, un peu moins. Plus on avance, plus il est difficile de trouver des points faibles concrètement, parce que plus on avance, plus on s'intéresse à des équipes qui ont de vrais arguments à faire valoir pour gagner le titre. Cependant, tu as trouvé trois faiblesses, à mettre en avant pour OKC. On va commencer et on va parler de post-up. Vas-y, Constant. Oui, tout à fait. Tu as raison de le préciser. Déjà, très rapidement, pour revenir sur ce plafond, en tout cas ce cap que peuvent franchir les équipes du play-in jusqu'à l'avantage du terrain, c'est ce qu'avait fait Memphis aussi, dédicace à Tom, sur la saison où ils passent par le play-in en sortant les Warriors, et l'année d'après, ils sont seed 2, sachant qu'il y a un peu le même côté... un petit peu de désamour vis-à-vis d'une certaine partie de la commu NBA sur les équipes comme Memphis ou comme OKC. Quand elles sont au play-in, elles sont appréciées. Quand elles commencent à trop gagner, elles commencent à être beaucoup moins appréciées, et on le ressent là. On voit qu'il y a plusieurs, on voit qu'il y a plusieurs avis négatifs qui commencent Est-ce que c'est pas la jalousie qu'ils aimeraient c'est la rançon avoir du des succès. jeunes? Ouais, Je pense que t'es sympathique. Enfin, si t'es sympathique en NBA, c'est que t'es pas assez dangereux. C'est que t'es pas bon. Ouais. Ou alors que t'es pas suffisamment bon pour embêter les gens. Je pense que quand tu commences à avoir des haters ou des gens qui remettent perpétuellement en question ton niveau, c'est à partir de là où tu commences à effrayer certaines personnes. Non, mais après, au niveau des trois défauts, alors comme tu as dit, on est sur des équipes, là on commence à arriver sur le gratin. Bon, on a parlé de Minnesota, enfin tu as parlé de Minnesota un peu plus en amont, et là les équipes qui restent, c'est des équipes qui sont parmi les plus hauts pourcentages de victoires de remporter le titre, ou en tout cas parmi celles qui ont les cotes les plus basses pour remporter le titre. Donc, on arrive sur des situations où tu es beaucoup plus sur du détail que sur de l'aspect statistique, dans le sens où les Warriors, pourquoi ils ne pouvaient pas remporter le titre? Très honnêtement, on a fait 55 minutes. On avait beaucoup de stats qui pouvaient alimenter et illustrer ce qu'on souhaitait dire. Là, pour OKC, comme je l'ai dit, quand tu as une attaque quand tu as une attaque et une défense qui est dans le top 10 des deux côtés, quand tu as le troisième net rating de NBA, quand tu as l'une des meilleures attaques et l'une des meilleures défenses sur demi-terrain, ça devient très difficile de trouver des stats qui peuvent illustrer pourquoi tu gagneras pas le titre. Donc, il faut s'en remettre sur des aspects un peu plus terrain, entre guillemets, en tout cas beaucoup plus philosophie de jeu que vraiment statistique. Et du coup, je voudrais parler du post-up dans le sens où OKC a fait le pari avec Chet Holmgren, et j'en parlerai quand on fera le joueur à suivre, puisque ce sera lui, j'ai déjà spoilé dans l'épisode sur les Warriors, donc si vous avez écouté l'épisode sur les Warriors, vous savez que ce sera Chet. OKC a fait le pari d'avoir Chet au poste 5 et pas vraiment d'alternative. Ça a son lot de qualité en attaque, ça a son lot de défauts en défense, et justement ça amène à la difficulté de défendre sur le post-up. On a vu face à Anthony Davis, par exemple, sur les 3 confrontations face aux Lakers, et j'en parlerai sur mon deuxième point, parce que les Lakers, lorsqu'on a fait la tier list sur We Are Thunder des adversaires qu'on veut affronter en playoff ou des niveaux de difficulté des match-ups, j'avais classé les Lakers comme la match-up la plus difficile pour OKC. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure équipe, mais selon moi, c'était la match-up la plus difficile. Pourquoi? Parce que Anthony Davis a posé énormément de problèmes à OKC sur les 3 rencontres, sur la difficulté, même les 4 rencontres, ils se sont rencontrés 4 fois, il me semble. Oui, c'est ça, 4 fois, sur la difficulté de défendre le post-up. Pourquoi? Parce que on a vu que Chet Holmgren n'avait pas forcément le répondant physique face à Anthony Davis, et que OKC, globalement, même si on n'est pas forcément sur Anthony Davis qui fait du post-up, dès qu'il y a une situation de post-up ou dès qu'il y a une situation de drive pour tenter d'accéder à la raquette, OKC va beaucoup aider. Parfois même trop aider. Ça a été frustrant tout au long de la saison. Il y a des situations où Chet Holmgren était capable de tenir son vis-à-vis près du cercle. Ça venait quand même aider du côté d'OKC, donc ça laissait un shooter libre dans le corner. Et la problématique du post-up d'Anthony Davis, c'est que OKC a vraiment eu du mal à savoir est-ce que je viens aider côté fort, est-ce que je viens aider côté faible. Donc ça a permis aux Lakers de donner énormément de situations de 3 points dans les corners, alors que les Lakers sont justement pas une équipe qui prend énormément de 3 points, encore moins dans les corners.
Donc, ça a permis à des Rui Hachimura, à des Torian Prince, à des D'Angelo Russell de se régaler sur des 3 points wide open. C'est un truc qui m'inquiète un petit peu. C'est en configuration playoff. Anthony Davis a posé des problèmes à cette équipe de KC. LeBron James, sur quelques séquences, lui, c'était plus de la manipulation de défense sur du pick and roll. A réussi à poser quelques problèmes sur des situations de post-up. On a vu, si tu passes par Nikola Jokic, le post-up va être très difficile pour OKC, sachant que Denver, là aussi, est une équipe qui prend assez peu de 3 points, mais sur des 3 points ouverts, les KCP, les Michael Porter Jr., qui sont justement ce type de profil capable de tirer dans le corner, peuvent énormément sanctionner le Thunder si les aides sont trop agressives. Pour moi, ça fait des situations où on est certes sur du détail, mais sur des détails qui valent énormément parce que il faut être capable, si tu veux remporter le titre, il faut être capable de limiter les impacts de Nikola Jokic et d'Anthony Davis. Potentiellement, si tu venais à les rencontrer en playoff, en tout cas sur ce type de profil, je mettrais un intérieur comme Domantas Sabonis, par exemple, un peu à part, parce que je trouve que Domantas Sabonis, malgré le fait que son post-up soit très bon, n'a pas suffisamment l'impact au scoring que peuvent avoir les deux autres. C'est-à-dire que Sabonis fait rarement des soirées à 30, 35, 40 points. C'est ça qui me gêne. C'est ça qui fait que je suis un peu plus confiant au niveau de la capacité à OKC et de limiter un petit peu l'impact de ce joueur-là. Mais sur Jokic et sur Anthony Davis, j'ai vraiment cette crainte que les aides soient hyper agressives et que du coup, tu libères énormément de shooters à 3 points, notamment dans les corners. Est-ce que c'est une crainte, je dirais juste pour illustrer que c'est un point que tu as mis en avant et qui aura son importance, parce que si on regarde en termes de fréquence de post-up, l'équipe qui joue le plus de post-up en fréquence en NBA, Denver, numéro 2, Boston, numéro 3, Milwaukee, numéro 4, Lakers, en termes de fréquence. Et en termes de réussite ou de points par post-up, Boston est numéro 1, les Nuggets sont numéro 3. Donc clairement, parmi les équipes qui ont cette ambition de potentiellement gagner le titre, ça sera un élément qui sera clé. Tu as beaucoup cité justement ce genre d'équipe. Est-ce que ça pourrait t'inquiéter aussi sur un premier tour face à des profils un peu moins, je sais pas des joueurs type des H20 sur des Nurkic, sur des Valanciunas. Est-ce que tu as aussi cette crainte-là sur ce genre de profil? En fait, c'est difficile parce que quand on parle de la défense sur le post-up, il faut aussi prendre en compte, c'est un peu encore une fois sur l'aspect de Chet Holmgren, il faut prendre en compte le déficit qu'il peut apporter en défense sur des situations de post-up, et de l'autre côté, la capacité qu'il peut avoir de faire sortir les intérieurs de certains matchs. C'est-à-dire que les matchs face à Phoenix, le dernier match face à Phoenix, Nurkic sort complètement de la rotation parce qu'il est incapable de tenir sur Chet Holmgren. Valanciunas, déjà que Willie Green lui fait pas spécialement confiance et part très vite sur du small ball dès que ça devient un petit peu compliqué. Valanciunas, sur le dernier match, il a eu aucune possibilité de défendre sur Chet. Willie Green le sort directement de la rotation. Que face à des profils comme Nikola Jokic où tu peux le cacher défensivement avec Aaron Gordon, avec les schémas défensifs de Denver, ou avec Anthony Davis qui est l'un, si ce n'est le meilleur défenseur intérieur du monde avec potentiellement Rudy Gobert, tu peux pas forcément les faire déjouer en attaque. Je pense que c'est un jeu un petit peu d'équilibre que tu n'as pas sur ces intérieurs un peu classiques. Et je trouve qu'il y a un autre point aussi qui est plus important. C'est pas tant le fait que tu vois, tu as parlé de Boston. Effectivement, je vais pas mentionner Porzingis parce que là, on arrive sur des potentiels finales NBA si on parle de Boston. Donc, bon, on va peut-être un petit peu se calmer. On verra quand on fera le plafond plancher. Mais je suis pas arrivé à ce raisonnement-là pour OKC. Mais disons que face à des Jokic et face à des Anthony Davis, tu auras beaucoup plus de situations de post-up qui se termineront pas forcément par un tir, mais potentiellement via une passe. Disons que la fréquence de post-up sera plus élevée si tu joues Jokic ou si tu joues Anthony Davis que si tu te retrouves à jouer des Yusuf Nurkic ou des Jonas Valanciunas. C'est-à-dire que encaisser quelques points de Nurkic ou de Valanciunas sur du post-up, ça ne me gêne pas parce que je pense pas que ce sera le play type numéro 1, en tout cas l'action numéro 1 que vont lancer ces équipes-là. Par contre, toutes les attaques de Denver ou toutes les attaques des Lakers peuvent démarrer par un post-up d'Anthony Davis ou par un post-up de Nikola Jokic. Et c'est plus ça qui m'embête, c'est que vraiment, sur quelques séquences, ça va. Sur d'autres séquences sur d'autres types de joueurs qui sont un level au-dessus et qui peuvent avoir des impacts au scoring beaucoup plus élevés, ça m'inquiète plus. La question, c'est plutôt comment défendre le post-up de joueurs qui sont en capacité de rester sur le terrain et qui peuvent pas être annulés comme le seront peut-être Nurkic ou Valanciunas dont tu as parlé et qui sont effectivement
parce que cette partie, vous voyez qu'on commence déjà un peu à parler sans le faire exprès des qualités d'OKC aussi, c'est qu'il y a cette qualité de pouvoir sortir certains pivots du match. Continuons, Constant, avec une deuxième question et une deuxième faiblesse surtout, c'est le manque de spacing, particulièrement avec Josh Giddey. Alors je rigole. Pourquoi je rigole? Parce que j'ai écouté le fameux épisode replay live Twitch que vous avez fait avec Pierre sur les équipes que vous souhaitiez le moins rencontrer en playoff, et j'entends parler en off, le nom de Josh Giddey a été cité énormément. Donc parle-moi de Josh Giddey, Constant. Bien sûr que le nom de Josh Giddey a été cité énormément parce que c'est l'une des faiblesses, on va dire, de cette équipe de Casey. C'est l'une des faiblesses évidentes de cette équipe de Casey. C'est un petit peu le point faible sur lequel tu peux le plus appuyer, sur lequel les équipes ont pas mal appuyé du côté de Casey cette saison, avec la séquence, si vous l'avez vu, effectivement, du pivot adverse qui se met un petit peu en roameur, la défense à la Ben Simmons, la défense à la Russell Westbrook, c'est-à-dire le non-shooter qui est dans son corner, qui n'a pas la balle en main, qui n'est pas du tout calculé par les défenses adverses pour avoir un roamer justement qui peut empêcher les lignes de drive de Shai Gilgeous-Alexander ou les lignes de drive d'OKC de manière globale, puisque OKC encore une fois cette année, et ça a été systématiquement le cas depuis l'arrivée de Mark Daigneault, est premier en drive, donc la capacité, enfin le jeu offensif du Thunder, le schéma offensif du Thunder se constitue principalement sur le drive. C'est un point qui m'embête un petit peu, c'est que Josh Giddey, on va dire que ton spacing se résume quand même souvent à ton moins bon shooter, particulièrement quand il n'a pas la balle entre les mains, ce qui est souvent le cas de Josh Giddey. Et il y a cette technique qu'ont souvent utilisé les équipes. Dallas l'a énormément fait sur les confrontations, c'était limite parodique, tu avais l'impression d'assister quasiment à un practice shoot de Josh Giddey sur certains matchs, tellement il y avait 2, 3, voire 4 possessions de suite où Josh Giddey était dans les 3 points, enfin était dans le corner à tirer à 3 points. Phoenix l'a fait avec Yusuf Nurkic, Anthony Davis l'a fait, enfin Anthony Davis et les Lakers l'ont énormément fait, donc c'est une problématique. Il y a une deuxième problématique, c'est que on parle souvent de la capacité à construire un mur entre l'attaquant et le cercle adverse. On en a parlé quand on a évoqué le cas Zion Williamson. Je pense que Ben, tu en parleras aussi lorsqu'il faudra évoquer le cas de Giannis Antetokounmpo et des Bucks, même si les Bucks ont d'autres problèmes autres que ça, globalement. Mais toujours est-il que c'est un truc qui m'inquiète parce qu'on a vu cette saison des équipes construire un mur entre Shai Gilgeous-Alexander et le cercle. On a vu que ça a amené parfois OKC à torter énormément de 3 points, ce que OKC ne fait pas énormément. C'est-à-dire que si on prend le pourcentage de tirs à 3 points, OKC n'est que la 20e équipe qui tente le plus de 3 points de toute la ligue. Voilà, il y a des équipes en dessous comme Denver, etc., mais des équipes qui ont plus de solutions tactiques, on va dire, même en l'absence de 3 points. Si on arrive dans des situations où l'attaque cale parce que tu n'as pas accès aux lignes de drive, tu te remets beaucoup sur du drive and kick. Et je suis allé chercher la stat du coup. OKC tente 34 3 points à peu près par match. Sur les matchs où OKC a tenté 43 points ou plus cette saison, le bilan du Thunder n'est que de 7 victoires pour 5 défaites. Sachant que le bilan du Thunder actuellement, c'est 53 victoires pour 25 défaites. Donc le pourcentage est quand même bien plus bas de victoires quand tu arrives sur un échantillon très élevé de 3 points que si tu es sur tes standards. Et si vous regardez le détail des matchs sur lesquels OKC a tenté plus de 43 points, alors ok, il y a face à Washington, face à Memphis sur des matchs que tu gagnes 2-30, face aux Spurs sur des matchs où tu gagnes 2-30. Donc c'est pas vraiment représentatif. Mais si tu enlèves ces équipes-là, tu as 3 fois, non, si c'est ça, tu as 3 fois les Lakers. C'est-à-dire que chaque confrontation ou presque face aux Lakers, les Lakers étaient suffisamment forts pour, d'une part, ne pas se faire prendre sur le premier patché. En tout cas, le premier rideau était capable de rester devant Shai Gilgeous-Alexander. Donc, c'était déjà une première réussite en soi. Et même si Shai arrivait à passer le premier rideau, le deuxième rideau avec Anthony Davis empêchait quasiment l'accès au cercle ou alors venait contrer. Donc, il y a 3 matchs face aux Lakers. Il y a 2 matchs face à Dallas, notamment. Tout ça, il ne faut pas oublier, c'est des confrontations potentielles de playoff. Donc, il y a 2 matchs face à Dallas où Dallas, encore une fois, était très agressif sur Shai Gilgeous-Alexander. Il a quasiment été trappé sur les 2 matchs, sur l'intégralité des 2 matchs, parce qu'ils n'avaient pas forcément de défenseurs à lui mettre dessus, ou en tout cas en individuel. Des défaites dans ces cas-là. Et le paroxysme du 3 points, c'est le match en double overtime face à Toronto, où OKC tente 63 3 points. Il me semble que c'est dans le top 5 ou dans le top 6 des plus grands nombres de 3 points pris sur un match, où en gros OKC se retrouvait avec les Rockets de Mike D'Antoni
puis les Rockets de Mike D'Antoni, mais aussi les Rockets de Mike D'Antoni. Enfin bref, c'était une performance rocketesque et prime James Hardenesque au niveau des 3 points tentés, où Toronto a fait une box sur Shai Gilgeous-Alexander en disant il ne tentera aucun tir, on prendra que des 3 points. Et c'est un peu le point qui m'inquiète, c'est d'une part comment ça va se passer avec Josh Giddey, comment OKC va pouvoir, si jamais le pivot est en roamer sur Josh Giddey, comment OKC va pouvoir d'une part accéder au cercle, ou alors si ça marche pas, quelles vont être les rotations de Mark Daigneault? Est-ce que Josh Giddey va être benché comme ça a été le cas durant la saison, ou est-ce qu'il va essayer d'attaquer un petit peu ce roamer? Est-ce que tu vas l'utiliser dans des situations de poseur d'écran? Ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est OKC a le meilleur pourcentage à 3 points de la ligue. Alors ça, si vous suivez OKC depuis quelques années, c'est peut-être la plus grosse surprise de toute la saison, parce que OKC a fait 2 années de suite avec le pire pourcentage à 3 points sur les 2 années de reconstruction, et même OKC, des années où Kevin Durant était présent, en termes de pourcentage de réussite à 3 points et de spacing, c'était pas vraiment ça. Mais on est sur des shooters de petit volume, c'est-à-dire que on a des shooters à plus de 40%, les Isaiah Joe, les Aaron Wiggins, les Jalen Williams, même Lugensdorf, qui finalement n'est pas si loin des 40% à 3 points, sachant que c'est le joueur qui prend le plus de 3 points pour OKC, il en prend 5. On est sur des joueurs de petit volume. Et cette théorie de transformer des joueurs de petit volume à 3 points en joueurs de gros volume à 3 points, qui est un schéma défensif qu'ont essayé de faire les Nets, par exemple, qui n'a pas toujours fonctionné parce qu'ils ont une attaque aussi qui est catastrophique, mais qui a pu fonctionner sur certains matchs. Je me demande à quel point ces bons pourcentages à 3 points vont être capables de se retranscrire sur des volumes plus élevés. Surtout que les confrontations en playoff t'amènent globalement à parfois avoir ces volumes plus élevés si les rotations se rétrécissent ou si tu l'as dit, les lignes de drive sont coupées, parce que ça, il faut très souvent le dire et je pense que c'est important quand on va parler de ces équipes. Les front office ont toujours tendance à dire en NBA, il y avait une seconde conférence par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en gros, ton premier plan de jeu en playoff, tu peux limite le mettre aux toilettes, c'est-à-dire qu'il y a une équipe à un moment, si tu vises le titre NBA, qui va trouver un moyen. Globalement, tu l'as dit déjà, Constant, le mur va se présenter au OKC à un moment. Donc, c'est une problématique, tu as totalement raison, qu'il faudra réussir à solutionner. Et je pense que pour vivre ça actuellement avec les Bucks, la théorie du mur, OKC est peut-être un peu mieux positionné que certaines équipes, mais je te rejoins beaucoup sur la question du volume. On en a déjà un petit peu parlé, on va vous faire un épisode sur ça un jour, sur le volume, l'efficacité, etc. Passer d'un volume à 40, une réussite à 40% sur un régime de 5 tirs par match, c'est pas la même chose qu'un régime de 10 tirs par match. C'est vraiment en termes d'effort que ça demande, en termes de spacing aussi, de gravité que tu apportes à l'équipe, c'est pas du tout la même chose. Enchaînons, Constant, parce que là, il faut pas non plus que je parle trop, sur 2 points. Parce que ta troisième faiblesse, on est un peu sur 2 points en même temps. Donc, je cite ce que tu m'as dit, texto, le fait d'avoir plus de talents offensifs adverses qui vont obliger Shai à défendre sur un joueur qui porte plus la balle. Explique-nous, Constant, quelle est l'idée par rapport à ça? Est-ce que c'est obliger SGA à défendre, tout simplement? Quelle est l'idée? J'ai vraiment l'impression, on dirait un professeur qui a essayé de relire ma copie et qui a dit j'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer ton cheminement et ton schéma de pensée? Il est tard, Constant, vas-y. Non, c'est peut-être moi qui n'étais pas clair, mais dans le sens où je suis peut-être un peu plus bas que la moyenne sur la défense de Shai Gilgeous-Alexander. Je sais que tu en avais parlé dans le troisième 4 quarts. Moi, je trouve qu'il est un petit peu, voire même beaucoup surestimé en tant que défenseur, dans le sens où c'est la théorie Paul George, dans le sens où, je vais vous expliquer. Paul George, son rôle optimal, c'est off-ball, free safety, avec un défenseur sur le point of attack très fort et lui qui est justement off-ball à faire des deflections, à faire des interceptions, à influer sur la défense, mais pas sur le porteur de balle, sur les lignes de passe, sur tout ce qui se passe off-ball. Si on prend les statistiques, Shai Gilgeous-Alexander est premier en interception et premier en deflection de toute la NBA. Donc, ça illustre bien que sur ce point-là, il est vraiment plutôt excellent, voire même élite. Par contre, sur la défense sur l'homme, je suis un peu plus inquiet parce que c'est pas vraiment un très bon défenseur sur l'homme. C'est-à-dire que si on devait faire le ranking des classements des meilleurs défenseurs sur l'homme du roster de Casey, je pense qu'il doit être 4e. Je pense que Jalen Williams est un meilleur défenseur sur l'homme que lui. Je pense que Lou Dort est bien évidemment un meilleur défenseur sur l'homme que lui. Je pense même que Cason Wallace est un meilleur défenseur sur l'homme que lui, même si c'est pas forcément les mêmes profils. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que
on va arriver dans des schémas de play-off où tu vas beaucoup jouer sur, d'une part, l'adaptation. Donc, si jamais les équipes voient qu'au bout de 1 ou 2 matchs, Gilgeous-Alexander est à, je sais pas, 3 interceptions et demie de moyenne, ils vont peut-être forcer des situations de switch, un petit peu de mismatch hunting pour forcer chez Gilgeous-Alexander à défendre sur le porteur de balle, en tout cas sur un joueur qui porte un peu plus la balle. C'est notamment ce qu'avait fait Boston, il me semble, sur la première confrontation, sur le seul match que chez Gilgeous-Alexander a joué face aux Celtics, où il l'avait pas mal impliqué, notamment en fin de match, et où ils avaient mis Tatum sur lui d'ailleurs. Mais je parlerai un petit peu de la théorie du meilleur joueur sur Shea juste après. Mais il y a une autre situation aussi, c'est que dans un contexte de saison régulière face à des équipes qui n'ont pas forcément de qualité offensive aussi forte que les équipes que tu vas rencontrer en playoff, bah tu peux être dans ces situations où tu n'as que t'as que deux, voire même un attaquant très fort en tant que porteur de balle en saison régulière, donc tu peux mettre le d'ordre dessus et tu peux avoir un Shai Gilgeous-Alexander un peu plus en mode free safety. Mais si on se projette sur les potentielles confrontations de playoff, par exemple les Suns, les Suns, ça va te forcer à avoir Lou Dort sur Devin Booker, Jalen Williams sur Kevin Durant, et du coup Bradley Beal et sa capacité à driver, ce sera très probablement chez Gilgeous-Alexander qui devra défendre dessus. Donc on sera dans des situations où les Suns vont probablement essayer d'impliquer Shai, essayer de le faire défendre on-ball, justement pour le faire sortir un petit peu de ce côté off-ball, de ce côté destructif, free safety en défense, lorsqu'il n'est pas sur le porteur de balle. Et ça, c'est un truc où je me dis à quel point ce type de schéma défensif, à quel point OKC peut l'empêcher déjà, potentiellement en refusant les switches avec Lou Dort qui est plutôt très bon pour refuser les switches, ou alors à quel point Shai Gilgeous-Alexander sera capable, sur certaines situations qu'on a vues en régulière où il se faisait déposer un peu volontairement sur le premier pas pour essayer de faire des interceptions derrière l'attaquant, un petit peu en dernier recours, où ça c'est des situations que moi je trouve un petit peu Russell Westbrookesque sur les très bonnes années, en disant je me fais passer, je joue un petit peu les interceptions, à quel point Shai sera capable de verrouiller un petit peu cette tentation de jouer l'interception pour rester devant son défenseur. Et ça, c'est deux problématiques auxquelles j'ai pas encore la réponse et qui m'inquiètent un petit peu. Par rapport à la défense de SGA, je dirais juste que moi, quand je parle de sa défense à lui, je le compare à ses contemporains et aussi à ses pairs en termes de niveau de jeu. C'est-à-dire que j'ai souvent lu ça, la défense de SGA, elle est un peu surcotée. Mais en fait, moi, je le compare pas à Derrick White, en fait, quand je parle de la défense de... C'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui fait que, pour moi, je le compare en gros aux arrières du DH20 globalement, ou des mecs qui sont allés dans le top 30 NBA, et il y a quand même beaucoup, j'aime bien cette expression, mais il y a quand même beaucoup de passagers clandestins de la défense, qu'on aille d'un Trayon qui a pas les mêmes attributs physiques, je suis bien d'accord, avec, rappelons-nous ce que fait Ja dans la série, Ja Morant dans la série contre les Wolves, où il est absolument, enfin, il est risible, il combat aucun écran. J'ai toujours estimé que dans cette galaxie de jeunes extérieurs, Shai est loin d'être exempt de tout reproche, mais il est dans la bonne moitié. Je pense que c'est comme ça, si je dois un peu qualifier mon propos, que je l'expliquerai un peu mieux. Parlons, Ouais. Constant, pour Après, terminer Vas-y. non, mais tu vois, rapidement, là, pour le coup, je vais lui donner parce que je parlais pas forcément de toi, ce que tu disais, mais j'ai vu beaucoup en début de saison, pas trop en fin de saison, plus en début de saison, de chez All Defensive, non. Là, pour le coup, c'est des trucs où je suis foncièrement pas d'accord. Et tu vois, si tu compares avec cette jeune génération derrière, je trouve, et pour une fois, je vais lui donner une qualité par rapport à Shai Gilgeous-Alexander, je trouve qu'Anthony Edwards, par exemple, sur l'homme, est un bien meilleur défenseur que Shai, par exemple. Ouais, pour moi, dans la jeune catégorie d'arrière, c'est ceux qui sont très très hauts. Je parle de ceux qui tapent dans la porte des H20. Il est dans les bons éléments, parce que globalement, c'est souvent pas très glorieux. C'est pour ça tout simplement. C'est pas Tyrese Haliburton. C'est pas Tyrese Haliburton, on peut faire Trae Young, il est plus du tout dans cette galaxie-là, mais Lamelo est absolument catastrophique sur la défense. Enfin, bref, passons. La théorie du meilleur joueur est constante. Ensuite, on va aller sur le motif d'espoir. Je pense que celle-ci, on va la comprendre assez simplement. C'est que tu as peur que contre Denver, contre Milwaukee, vous les jouerez pas, t'inquiète pas, contre Dallas, vous n'ayez pas le meilleur joueur de la série, c'est ça. Ah c'est vrai, le motif d'espoir. Bon, le motif d'espoir, je vais le trouver. J'avais oublié le motif d'espoir. À chaque fois, j'oublie le motif d'espoir. C'est incroyable. Je reste que dans le négatif pour les équipes. Je vais le trouver là, en même temps que je parle. Je vais essayer de faire deux choses en même temps. Non, la théorie du meilleur joueur, c'est plus. Alors, déjà, si tu rencontres Denver ou si tu rencontres Dallas, tu n'auras pas le meilleur joueur. Et même, j'ai une crainte au-delà de ça, c'est que
sans manquer de respect à Orlando, sans manquer de respect à Indiana, sans manquer de respect à, je sais pas quelle autre équipe. Non, Orlando, Indiana, je vais prendre des équipes de la conférence Est. OKC est, selon moi, dans un tiers au-dessus en termes de capacité de contender. Et parmi ce lot là d'équipes qui sont réellement contenders, je sais pas, Phoenix, les Clippers, même les Wolves finalement, vous allez voir mon raisonnement. Même les Wolves, les Bucks, les Celtics, voilà. En fait, chez Gilgeous Alexander, c'est celui qui a le moins de certitude en tant que superstar en playoff, tout simplement parce que quand il va se qualifier en playoff, enfin, quand il va jouer les playoffs dans 2 semaines, ce seront ses premiers playoffs en tant que superstar. Donc, tu n'as aucune garantie, tu sais pas quel sera son niveau, tu sais pas comment il va réagir à la pression des playoffs. Alors, je doute pas que chez Gilgeous Alexander, ça va pas devenir, je sais pas moi, ça va pas devenir Malik Beasley, ça va pas devenir un role player, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Il y a quand même cette incertitude où voilà, les playoffs se reposent beaucoup sur la capacité de meilleurs joueurs. Et chez Gilgeous Alexander, pour avoir vu 95% des matchs qu'il a joué cette saison, si ce n'est 100%, il y a beaucoup de situations, moi, qui m'inquiètent un petit peu, où sur des défenseurs aussi longs, enfin, sur des défenseurs plus grands que lui, plus longs, et potentiellement aussi rapide que lui, il a galéré. Il a galéré face à Herb Jones, il a galéré face à Jason Tatum, il a galéré face à ce type de profil. Donc, pour moi, on est loin de l'aspect indéfendable, on va dire. Je l'ai vu sur certains matchs se faire log par certains défenseurs. Alors, on parle de défenseurs élites sur le point of attack, mais si jamais tu veux aller au bout, bah, tu vas toujours rencontrer des défenseurs élites sur le point of attack. Donc, c'est un peu ça qui m'embête. Et oui, il y a ce côté vraiment où je ne sais pas quel sera le niveau de chez Gilgeous Alexander en playoff, parce que ça se trouve, on a parlé du drive, ça se trouve, les stunts seront beaucoup plus agressifs et du coup, il aura moins de possibilités de sanctionner sur du mid-range ou de sanctionner sur des situations de drive. Le playmaking, moi, je le trouve un peu faible sur la. Alors, il s'est amélioré par rapport à l'an dernier, mais encore sur la gestion des double teams et des traps, je trouve que parfois il se laisse un peu trop enfermer et qu'au niveau de la vision de jeu, c'est pas forcément l'élite de l'élite, donc ça fait une qualité en moins par rapport à un Luka Doncic, par exemple, qui effectivement est l'un des meilleurs playmakers de NBA et qui est élite sur sa capacité à gérer les double teams. Et oui, sur l'absence aussi de 3 points, ça c'est un truc un peu voilà, un peu bête quand on parle de Shai Gilgeous-Alexander, mais hormis sur ses step back à 3 points, c'est un joueur qui n'a pas de 3 points. Et le manque de variance, on va dire, au niveau de son jeu offensif qui se résume à beaucoup de mid-range, beaucoup de drive près du cercle, c'est un truc sur lequel je me pose des questions. Alors peut-être qu'il tournera à, je sais pas, 35 points de moyenne, mais de toutes les équipes qui sont allez, pas loin d'être contender ou contender, c'est celui qui n'a aucune expérience, aucune certitude en tant que franchise player, en tant que superstar. Je vais te faire une passe décisive, Constant. Je vais faire un léger monologue. Enfin, je sais pas combien de temps il va tenir. Et comme ça, tu pourras chercher ton motif d'espoir. Par rapport à ça, je pense que il faut pas sous-estimer vraiment l'impact des playoffs. Tous les ans, on a des joueurs qui viennent en interview post-élimination nous expliquer que les playoffs c'est différent. Et tous les anciens joueurs, même si dans le lot d'immondices qu'ils ont l'habitude de débiter, peuvent t'expliquer globalement que les playoffs c'est une autre bête, c'est différent. Et là où je suis assez d'accord avec toi, c'est que pour que OKC ait l'espoir de gagner et de soulever le Larry O'Brien, il faut que SGA soit 100% voire 110% de la version qu'on a vue en playoff, en saison régulière, qu'il le soit en playoff. Et ça, c'est pas donné, en fait. Surtout sur une première campagne, sur une première fois, il va être dans des matchs à enjeu, dans des matchs où on va clairement avoir des game plans qui vont être sur le tout au long d'une série, je vais y arriver, qui vont être designés pour le mettre en difficulté. Ce serait une expérience nouvelle. Alors, on l'a dit, il va pas se transformer en role player, mais si tu as 85% de SGA, bah en fait, probablement, tu seras pas champion. Et c'est là où se joue la différence. Autre chose par rapport à ça, j'en ai déjà parlé de cette théorie-là quand on parlait des Cavs avec Madiane récemment. Le fait est que quand tu arrives à ce stade de la compétition, tu joues des exceptions. Hein, c'est cette fameuse théorie que j'aimais bien mettre en avant de Danilo Rose, c'est-à-dire que tu joueras peut-être un défenseur sur le point of attack qui est une anomalie. Tu joueras peut-être une équipe qui est capable de stopper le drive comme tu n'as jamais rencontré pendant toute la saison régulière. Tu joueras peut-être l'équipe qui sera capable de contrer ta force
que tu n'as pas vu être contré pendant toute la saison. Donc, c'est sur ce genre de détails. Ça, c'est une théorie qu'on pourrait énoncer pour tous les favoris, hein, mais il faudra la mettre en avant. Donc, je te rejoins complètement. C'est pas faire offense au jeu de SGA de dire que il y a quand même cette question parce que on n'a pas de données en fait. Globalement, par exemple, on est en train de préparer notre DH20, bah on n'a pas de données sur SGA en playoff en tant que franchise player et c'est quand même un élément un peu important pour classer un joueur dans la hiérarchie. En NBA, je n'ai plus de souffle. Je suis moins talentueux que toi, Constant, pour ce genre d'envolée lyrique. Enchaînons. Est-ce que tu m'as trouvé? Je t'ai gagné du temps là. J'ai retenu le professeur devant la salle des profs. Quel est ton motif d'espoir, Constant? Non, mais sachant, alors je reviens très rapidement sur ça, parce que voilà, de toute façon, on est à 40 minutes, donc on n'est plus à ça près, mais je reviens très rapidement sur ça, sachant que tu avais quand même dit, quand on avait fait le concept, ne pas parler des meilleurs joueurs, hein. Et moi, je suis tombé les deux pieds dedans, mais bon, c'est pas grave, c'est parce qu'on parle de Casey. Non, mais vraiment, parce que déjà, il est un peu blessé au quadriceps, là, on sait pas trop, là, il a joué le match au Madison Square Garden, on sait pas trop pourquoi il a joué, là, il est absent sur le road trip, donc déjà, s'il venait avoir une limitation physique, sachant que c'est un joueur qui joue beaucoup sur l'explosivité de son premier pas et sur la capacité à aller très rapidement sur ses zones, bah, si tu perds ce premier step ou si tu perds l'explosivité, bah, tu peux te faire complètement lock par les défenseurs adverses. Et un autre point un peu plus positif, oui, je l'ai vu être en galère sur des matchs face à Earl Jones, mais je l'ai vu aussi mettre des matchs à 35 points face à Kentavious Caldwell-Pope. Je l'ai vu mettre des matchs à 37 points défendus par Jaden McDaniels et par Nickeil Alexander-Walker. C'est pas non plus un joueur qui disparaît dès qu'il y a un défenseur élite sur le point of attack. Je dis juste que c'est pas toujours garanti et n'est pas Nikola Jokic qui veut. Tu peux pas dominer ta match-up tous les soirs. C'est juste sur ça. Après, le point positif, bah, franchement, je vais prendre l'attaque et la défense sur demi-terrain parce que OKC est encore deuxième en attaque sur demi-terrain et quatrième en défense sur demi-terrain. Tu vois, tu as parlé du fait que OKC jouait, enfin, quand tu arrives en playoff, tu joues beaucoup d'équipes qui sont des anomalies. Et je pense que OKC a quand même réussi sur certains points à répondre à tout type de scénario ou tout type de match face à tout type d'équipe. C'est-à-dire que des matchs très offensifs d'OKC, il y en a eu cette saison. Il y a eu des matchs, je sais pas, j'ai pas de souvenir, je pourrais pas vous citer une équipe particulière où il y a eu un match très offensif, mais je sais pas, Dallas par exemple, la dernière victoire face à Dallas où OKC remporte le match où Luka Doncic est absent, on est sur un match plutôt offensif, OKC est parvenu à l'emporter. Des matchs de grind défensif, des matchs un petit peu Tom avec le grit and grind des Grizzlies serait fier, où ça joue vraiment avec une pace très élevée, ça joue, enfin très faible, ça joue beaucoup de demi-terrain, c'est du gain de possession quasiment sur chaque tir. OKC a remporté ce genre de configuration. On l'a vu, regardez la victoire face aux Wolves, notamment le match, il me semble que c'est fin janvier à Minnesota où OKC l'emporte. C'est vraiment une boucherie défensive, comme c'est souvent le cas lorsque tu joues face aux Wolves. Si c'est un match d'adresse, j'en ai parlé notamment sur le match, voilà, enfin j'en ai parlé quand j'ai dit qu'OKC tentait énormément de 3 points, ce qui n'était pas forcément très bon au niveau du volume, mais sur des matchs d'adresse pure, OKC à 3 points, OKC a été capable de répondre. Je vous laisse aller regarder le match face aux Clippers en sortie de All-Star Break, le premier match en sortie de All-Star Break, où c'est un match d'adresse pure à 3 points et OKC est très fort. Donc, moi, je dirais que peu importe les scénarios, OKC a quand même trouvé des réponses. Alors, c'est très difficile quand même de se projeter dans le sens où c'est des matchs de saison régulière comparés à des séries de playoffs, donc tu auras peut-être de l'ajustement, mais selon moi, on a vu quand même un sacré échantillon de matchs et de registres différents de matchs cette saison où OKC est parvenu à l'emporter. OKC est l'une des meilleures équipes dans le clutch aussi cette saison, 5e meilleur pourcentage de victoire. Donc sur des matchs serrés, potentiellement, tu peux aussi t'en sortir. Donc ouais, pour moi, je mettrais en élément positif cette capacité à t'adapter à l'adversaire et à tout type de match, et à être capable de l'emporter, plus une attaque et une défense élite sur demi-terrain, puisque finalement, si vous prenez les attaques et les défenses qui sont dans le top 5 sur demi-terrain, sur les deux catégories, il n'y a que Boston et Denver qui sont là-dedans. Donc, quand tu es en compagnie de Boston et de Denver, c'est plutôt positif, on va dire. Donc, je garde ce côté un petit peu demi-terrain, plus adaptation à tout type de match, adaptation à tout type de personnel en face. Eh bien, enchaînons, Constant, parce qu'il y a quand même une barrière psychologique de l'heure que j'aimerais globalement non, maintenir. c'est facile. Là. Fera pas l'heure. Enchaînons par... et puis, j'ai rien à dire, surtout parce que j'ai pas de valeur ajoutée, donc j'ai déjà peu de valeur ajoutée sur ce podcast, donc allons-y avec ton joueur clé. Je te cite, et joueur suivre,
Chet, mais je parlerai aussi de J-Dub. Donc, parle-moi d'un des deux en premier, puis je te ferai une relance sur l'autre. Vas-y. Non, je voudrais parler de Chet Holmgren parce que justement, c'est un peu lui qui tient la défense. C'est-à-dire que Chet a cette capacité justement en attaque à sortir les extérieurs, enfin les intérieurs adverses justement de certains matchs. J'en ai parlé avec Valenciennes, j'en ai parlé avec Nurkic, donc vu qu'on est déjà trop long, je ne rajouterai pas une couche sur ça. Mais défensivement, comme il n'y a pas de protection de cercle secondaire du côté d'OKC, c'est-à-dire que le deuxième meilleur protecteur de cercle d'OKC en termes de protection de cercle secondaire, hein, pas de protection de cercle primaire, ça doit être chez Gilgeous-Alexander. Donc ça montre à quel point OKC manque cruellement de protection de cercle secondaire. Donc à partir du moment où Chet Holmgren ne protège plus aussi bien le cercle que ce qu'il est capable de faire, sachant qu'il a un petit peu évolué sa défense entre le début de saison et la fin de saison, beaucoup moins dans le contre sur la seconde partie de saison, beaucoup plus dans la science du placement, comme ce que peut faire un Rudy Gobert par exemple, où il va pas forcément contrer, mais il va faire en sorte de dévier un petit peu, de gêner le défenseur adverse pour empêcher que le tir soit rentré et surtout pour être bien mieux positionné au rebond, parce qu'on n'en a pas parlé durant ce podcast, mais pendant les 2 tiers de la saison, OKC était 29e en pourcentage de rebond, et depuis l'All-Star Break, OKC est 17e. Donc, un point très faible du Thunder est en train de devenir un point moyen, on va dire, en tout cas pas forcément un impact aussi négatif sur lequel les équipes pourront appuyer que ce que ça aurait pu être le cas si les playoffs avaient eu lieu en janvier, par exemple. Et ça, c'est dû en partie parce que Chet est bien mieux positionné, un peu moins sur le contre, un peu mieux concerné par les box-outs, un peu plus physique aussi vis-à-vis des pivots. Il joue un peu plus des coudes, il se laisse un peu moins marcher dessus. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment l'encre défensive. Et si cette encre défensive cède, eh ben en fait, tu n'as aucune alternative. C'est-à-dire que soit tu te remets à du Jalen Williams, mais alors là, Jalen, hein, pas Jalen, le pivot. Ça va être très difficile. Et sinon, tu te remets sur du small ball avec Kenrich Williams. Donc là, ça va être encore plus compliqué. Donc pour moi, oui, c'est vraiment l'encre défensive capable de sortir certains match-up intérieurs en attaque. Si Chet n'est pas au niveau, je pense que ça va être difficile pour OKC de combler le manque d'apport de Chet des deux côtés du terrain. Bah, ça me fait un petit peu penser, je suis obligé de faire des parallèles entre les previews parce que en ce moment, ma vie se résume à enregistrer des previews en ce moment. Ça me fait beaucoup penser à ce qu'on avait dit par rapport aux Clippers dans un domaine tout autre, hein, mais c'est-à-dire quelle est ta réponse si le secteur intérieur est défaillant ou en tout cas si le secteur intérieur est mis en difficulté. Et c'est vrai que là, pour Holmgren, c'est vraiment une responsabilité de ouf parce que tu te dis qu'en gros, et tu l'as sous-entendu, Constant, s'il vient à performer à 80% de ce qu'il a su faire en saison régulière, OKC pourrait être en grande difficulté. Après, c'est vrai qu'en termes de skill set, tu l'as dit dès l'intro, c'est un joueur qui a bataillé pendant 2 mois avec Victor pour le titre de rookie de l'année, ce qui est une performance en soi, parce qu'on parle d'un mec qui est quand même un exploit. qui tape à la porte du DH20, donc c'est-à-dire que Chet était quand même sur des standards de ouf, enfin, c'est quand même sur lesquels il était. Moi, ne suivant plus la NCAA ni la draft, c'est un joueur que j'ai appris à découvrir cette année et le skill set est dingue et je suis vraiment d'accord dans cette capacité à sortir les extérieurs, dans cette capacité à être dominant dans la protection de cercle, c'est un ovni et moi, ça me fascine de voir son application sur du basket de playoff, notamment dans l'aspect offensif. En fait, on a parlé du post-up beaucoup au début, on a un peu parlé de l'attaque là. J'attends vraiment de voir offensivement ce qu'il va pouvoir déployer en termes de skill set pour mettre ou solutionner les problèmes auxquels vont être confrontés OKC, parce que OKC sera confronté à des problèmes à ce moment-là. Et un autre joueur transition qui fera la même chose, c'est probablement Jalen Williams. Ouais, Jalen Williams, de Santa Clara, on redit bonjour à la NVU, mais finalement, c'est la condition pour que je participe, c'est faut qu'il y ait un joueur de Santa Clara qui soit dans l'effectif, sinon je participe pas. Non, mais Jalen Williams, je vous ai trouvé la stat. Sur les 55 joueurs qui ont tenté le plus de tirs dans le clutch cette saison, je vous laisse deviner qui est premier à l'EFG. Jalen Williams. Et il n'est pas premier avec une petite avance. C'est-à-dire qu'il est à 78,2 de FG dans le clutch. Le deuxième, c'est Kyrie Irving. Il est à 68,9. Il y a 10 points de pourcentage d'écart entre le premier et le deuxième. 78. 78. Il a 81 de true shooting. 81 de true shooting. C'est pas mal, hein. Globalement, ça aide d'avoir une première option, sachant que sur les 55 qu'on en le prix de plus, chez Gilgeous-Alexander à l'EFG, il est 7e, Chet Holmgren 8e à l'EFG. Hein. Il y a 3 joueurs d'OKC dans le top 8
parmi les 55 qui ont pris le plus de tirs dans le clutch à l'EFG. Pas mal, honnêtement, c'est pas mal. Donc voilà, c'est cette situation où Jalen Williams, c'est vraiment, selon moi, ça aurait pu faire une transition. J'aurais dû faire ma conclusion sur ça, mais c'est vraiment le plafond d'OKC. C'est-à-dire que oui, Shai Gilgeous-Alexander, pour moi, il y a un peu le plancher dans le sens où si Shai Gilgeous-Alexander est à 110% ou à 100% de ce qu'il montre en saison régulière, t'as un plafond, t'as un niveau plafond. Mais si Jalen Williams est dans ce registre de deuxième option de scoreur qui est largement capable de prendre les rênes de la seconde unit, qui est capable de sanctionner s'il y a des double teams sur Shai, qui est capable de mettre des gros tirs dans le clutch, là, ton plafond peut complètement exploser. Donc oui, pour moi, c'est vraiment ça, plus l'aspect, comme j'ai dit, OKC a pas mal souffert en début de saison sur les minutes sans Shai, et contrairement à des équipes, par exemple, comme New York, comme des équipes comme Denver, sur la seconde partie de saison, OKC n'a pas souffert des minutes sans Shai, parce que Jalen Williams était là. C'est un peu le running gag, c'est J-Dub dans le quatrième quart, en fait, qui rentre tout. Beaucoup de pull-up à mi-distance où il va sur sa gauche. Donc ouais, pour moi, il y a vraiment ce côté où si Shai est le plancher, J-Dub est vraiment le plafond de cette équipe, parce qu'au scoring, s'il est aussi efficace et aussi précieux en marquant des paniers aussi cruciaux que ce qu'il a été en saison régulière, OKC peut regarder énormément d'équipes de la conférence Ouest dans les yeux. Bah, il y a beaucoup ce truc. Je suis désolé, mon seul apport, c'est les parallèles. Ça me fait beaucoup penser au run des Bucks quand ils sont champions, où on a dit plus d'une fois qu'en gros, bah ouais, Giannis va faire le taf, mais c'est les matchs où Chris Middleton fait en God mode, bah c'est les matchs où en fait les Bucks étaient imprenables et c'est ce qui leur a permis de se hisser rapidement vers le titre. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, on insiste énormément sur cette théorie du meilleur joueur disponible, mais il y a aussi la théorie, la sous-catégorie, la sous-théorie du deuxième et du troisième, c'est-à-dire que le premier joueur t'amène si loin, mais c'est peut-être le clou du spectacle, le numéro 2 justement. Et il l'a montré J-Dub sur les parties que j'ai vues d'OKC. C'est vrai que tu as réactivé une petite idée dans ma tête. C'est vrai qu'à chaque fois que je suis en train de me dire que j'ai vu OKC, les quatrièmes cartons, c'est n'importe quoi. Et effectivement, du coup, maintenant, tout s'explique. Parce que 78 comme stade, ça n'a aucun sens. Bon, est-ce que ça durera sur du basket de playoff? On ne sait pas. Je suis en train de commencer la transition vers le plancher-plafond, mais c'est quand même fascinant qu'on soit à ce stade des previews. On parle d'une équipe favorite et les 3 joueurs dont on a le plus parlé, qui sont les 3 têtes de gondole, c'est un rookie, un joueur qui va connaître ses premiers playoffs en tant que première option et un sophomore qui a explosé cette année. C'est quand même, faut se dire que c'est un attelage qui n'existe pas en théorie. Hein. Donc, allons-y, Constant, sur la fin. Plancher, plafond, je ne commence jamais comme ça. Est-ce que leur plafond, c'est le titre, Constant? Non, c'est pas le titre. Oh. Non, c'est pas le titre. Moi, c'est pas le titre. Pour moi, alors je vais vous le faire tout de suite. Plancher, first round. Plafond, whatever, le moment où tu rencontres Denver. C'est-à-dire que si Denver fait first seed, le plafond, c'est finale de conf. Si Denver fait seed 2 et que tu es troisième, le plafond, c'est demi-finale de conf. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a aucun scénario où OKC sort Denver. Impossible. La match-up Jokic est trop importante et encore plus pour OKC, elle va poser encore plus de problèmes que sur d'autres équipes, par exemple, parce qu'il n'y a aucune alternative et que tu as Chet qui est un petit peu livré à lui-même et que de l'autre côté, je suis vraiment pas confiant sur la match-up entre KCP et Shai Gilgeous-Alexander. Non, pour moi, le plafond, enfin le plancher, c'est premier tour. OKC peut très bien être une équipe qui sort au premier tour. Là, l'avantage d'enregistrer à 6 jours de la fin de la saison régulière, c'est qu'on commence à voir à peu près les match-ups se dessiner. On n'est pas très loin. C'est-à-dire que, alors si ça se trouve, ce sera pas vrai, mais la match-up, ça semble être soit New Orleans, soit Phoenix au premier tour pour OKC, parce que je vois pas vraiment OKC remonter, passer devant Minnesota. Il faudrait qu'OKC remporte ses 4 derniers matchs de saison régulière, pendant que Minnesota fasse 2-2. Pour passer devant, c'est le seul scénario. Ou alors, c'est un scénario à une espèce de triangulaire, comme en politique, où Denver, Minnesota et OKC terminent avec le même bilan. Et là, au petit jeu des tiebreakers, OKC serait first seed. Mais non, OKC va être très bien une équipe qui peut sortir au premier tour parce que Josh Giddey problématique, en fait, la problématique est trop importante parce que les role players mettent finalement pas tant que ça dedans à 3 points parce que chez Gilgeous-Alexander est bien défendu. Comme ça peut être finale de conf où tu passes, je sais pas, Phoenix au premier tour parce qu'en fait, les double teams sur Kevin Durant marchent plutôt bien. Et en demi-finale de conf, tu te retrouves sur une rivalité naissante face aux Wolves.
et tu es capable de les limiter, tu es capable de punir leur attaque pas très bonne, et toi, tu es capable de les outscorer sur des match-ups, on va dire, défensifs. Tu es capable de marquer plus de points qu'eux sur un échantillon de points plus faible que la moyenne, on va dire. Donc oui, pour moi, c'est vraiment ce qui les limite, c'est Denver. Hormis Denver, je pense que je suis peut-être un peu trop overconfident, on va dire. Mais je pense que hormis face à Denver, OKC est capable de sortir toutes les autres équipes de la conférence Ouest. Je dis pas qu'ils vont le faire. Je dis que théoriquement, avec ce qu'OKC a montré sur cette saison régulière, si OKC garde le même niveau de jeu qu'on a vu sur cette régulière, hormis Denver, tu peux regarder n'importe quelle équipe de l'Ouest dans les yeux. Mais tu sais bien que je suis pas satisfait par ce que tu me dis, Constant. Donc je vais pousser le raisonnement un peu plus loin. Imaginons 2 secondes que tu puisses accéder au final NBA sans avoir à choper Denver sur la route. Imaginons qu'il s'est passé un truc à Denver. On ne souhaite rien du tout à Denver. Je touche du bois. Nicolas Jokic est en bonne santé. Imaginons qu'il se soit fait sortir par je ne sais pas qui. Est-ce que le plafond, c'est le titre? Ça veut dire finale face à Boston, en gros. Bah, face je sais à pas, Miami. tu crois à Milwaukee, Constant? Ah, c'est pour ça, genre finale NBA face aux Knicks, face aux Heat ou face à Boston, quoi. Donc, vous avez vu, il y a une équipe qui n'a pas été citée. Non, mais pour moi, non, face à Boston, en fait, je sais pas, parce que Boston, je leur fais pas confiance, c'est ça le problème. Mais je vois pas OKC. En fait, pour moi, je sais pas, il y a une espèce de truc où j'ai pas fait la blague là parce que l'épisode est déjà suffisamment long, mais pourquoi ils gagneront pas le titre? L'inexpérience en playoff. Ça, c'est un truc dédicace à Pierre qui m'avait dit qu'il fallait que je le case. Mais non, mais enfin, je sais pas. Pour moi, il y a ce problème, je sais pas, un blocage avec Josh Giddey. J'arrive pas à l'expliquer, mais le fait que Josh Giddey, non mais je vais théoriser parce que là, ça a l'air juste d'être un tacle gratuit. Mais le fait que Josh Giddey, avec autant de défauts, c'est-à-dire que c'est pas un bon défenseur en attaque, il pose énormément de problèmes de spacing. Le fait que ce soit un joueur titulaire dans une équipe qui gagne le titre me paraît inconcevable. C'est pour ça que ça me pose problème. Ouais, si t'avais par exemple, genre, tu échanges Josh Giddey avec Derrick White, par exemple, je suis totalement prêt à dire qu'OKC gagne le titre. Mais pour moi, il y a un espèce de blocage qui fait que Josh Giddey titulaire dans une équipe qui gagne le titre, pour moi, ça paraît trop faible. Et tu parles souvent du fait que l'écart de niveau entre un premier tour et une demi-finale de conférence au niveau des joueurs jouables sur un parquet est énorme. Je pense que si tu arrives à ne serait-ce qu'une demi-finale de conf, Casey ne pourra pas être en mesure de faire jouer Josh Giddey. Donc jusqu'au titre, j'en parle même pas. Je suis assez d'accord avec toi. Je me suis fait rapidement la liste des équipes qui ont été titrées récemment. Ouais, Josh Giddey, ce serait un des pires titulaires des équipes récentes titrées, clairement. Et je comprends ton inquiétude. Moi, je suis bien embêté là parce que je t'ai promis de mettre 4 équipes, voire 5 plafond titre, et à chaque fois que je finis les épisodes, je me ravise et je mets pas de plafond titre parce que c'est peut-être le défaut du concept. Du coup, les points faibles sont tellement bien illustrés que j'en deviens un peu fébrile. Moi, en fait, ce qui m'a convaincu de ne pas mettre le plafond titre pendant l'épisode, c'est que j'ai répété à plusieurs reprises que, en gros, vous n'avez pas le droit à la sous-performance de joueurs qui vont être dans ces rôles-là pour la première fois, et ça m'inquiète un peu. C'est-à-dire qu'en gros, la version d'OKC qui gagne, c'est SGA à 120%, c'est Chet à 120%, c'est J-Dub à 120%, c'est Giddey qui n'est pas un poids pour l'attaque, et ça fait un peu beaucoup, mis côte à côte. Donc, pas encore pour cette année, mais oui, vous pouvez battre n'importe quelle équipe à l'Ouest sur une série, et vous pouvez donner du fil à retordre à Denver sans aucun souci. Constant, on l'aura fait. Alors, les gens vont se dire, on l'aura fait quoi? Vous avez fait un podcast de presque 1 heure? Oui, mais on n'a pas passé l'heure. Parce que le petit chrono que tu vois sur notre logiciel de montage n'est pas le bon. Constant, on a pris un petit peu de décalage au début. Donc, normalement, on est en dessous. Après on est à montage. 59, là. Faut boucler en 1 minute, là. Ouais, faut boucler rapidement, mais je vais prendre mon temps. Constant, parce qu'on est bientôt à la fin de ce marathon, en tout cas. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller checker du côté de We Are Thunder si vous en voulez encore plus sur OKC, plus de Constant. Bon, il va y avoir du contenu. Voilà, va y avoir du contenu. C'est-à-dire que, petit spoiler, bon déjà, allez follow la chaîne Twitch et puis on s'y est engagé avec Pierre. Ça durera peut-être que 5 matchs parce que OKC peut prendre 4-1 au premier tour, mais après chaque match de playoff, il y aura un débrief sur la chaîne We Are Thunder, peut-être en live, peut-être en podcast, on ne sait pas, mais j'y tiens royal. Personnellement. Je ne sais pas comment je vais faire. Peut-être que ce sera juste après le match à chaud ou dans la soirée, mais
Normalement, moins de 24 heures après la fin du match, vous aurez un podcast ou un live où on reviendra sur chaque match. Peut-être avec des invités, peut-être, vu qu'en playoff, tout le monde regardera. Peut-être des invités de Dunk Hebdo, je balance ça on the fly, mais il y aura un podcast. Alors, conseil de baroudeur qui a fait plusieurs finales NBA avec des résumés suite au match, jamais le faire après parce que t'es carbo et t'as pas eu le temps de prendre le recul sur le match. Toujours le faire le soir d'après. Toujours. Genre, à la suite, on n'a jamais fait. Et parce qu'en fait, les rares fois où j'ai failli le faire, t'as des gros problèmes techniques qui vont se poser à toi. C'est genre, t'auras pas les stats avancées que tu veux, etc. Donc, bref, je ne suis pas un Twitcher. Est-ce qu'on dit un Twitcher? Probablement pas un streamer. Un streamer. Passons. Nous non plus, ça tombe Il est bien. 2h44. Il est 2h45 du matin. Donc à ce moment-là, on ne sait plus faire la différence entre streamer et Twitcher en invente des mots. En tout cas, j'arriverai pas à conclure rapidement. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller checker We Are Thunder sur Twitter et sur toutes les plateformes comme pour Dunk Hebdo. Nous, on se quitte après cette preview très très précise du futur parcours en playoff du Thunder. Et puis on se retrouve dès demain pour une nouvelle preview. À demain. Salut. Salut.